Bonjour à tous. Donc nous poursuivons aujourd'hui, ce jeudi, notre cycle de conférences de Carême sur le pardon un défi. Alors comme le rappelait le Père Hugues à la fin de la messe, nous avons d'abord parcouru l'Ancien Testament avec sœur Sophie Ramon, puis nous avons redécouvert avec Monseigneur Mathieu Rouget les sacrements de la réconciliation et de l'onction des malades. Et la semaine dernière, nous avons abordé la question du pardon dans sa dimension politique avec le Père Causse. Voilà, je vous invite à retrouver, si vous ne les avez pas vues ou entendues, ces conférences sur le site, sur la chaîne YouTube de Notre-Dame de Pentecôte. Aujourd'hui, Étienne Séguier, vous êtes venu pour nous éclairer sur le pardon d'un point de vue plus psychologique. Je vous présente. Après avoir travaillé une dizaine d'années dans la presse, notamment au sein du groupe Bayard, vous avez décidé, il y a 25 ans, de devenir thérapeute, tout en écrivant régulièrement dans l'hebdomadaire La Vie. Je suppose que certains d'entre vous ont lu les articles d'Étienne. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, puisque vous proposez des thérapies individuelles, mais aussi familiales, et des coachs de couple. Vous utilisez différents outils, entre autres l'énéagramme, la communication non violente, l'approche narrative et d'autres. Et vous vous êtes même spécialisé dans ce que l'on appelle, vous nous en direz peut-être un mot, la mémoire cellulaire ou mémoire du corps. Vous proposez aussi des sessions d'une journée sur le pardon, et pour l'avoir suivi, je peux vous la recommander, chez les Sœurs du Cénacle à Versailles. C'est très intense et ça permet de s'impliquer de manière personnelle. Vous vous appuyez alors, comme vous allez le faire aujourd'hui, sur l'approche de Jean Montbourquet, qui était prêtre, psychologue, canadien, et qui est décédé en 2011, mais qui nous a laissé heureusement des beaux écrits, qui sont très structurants, à commencer par « Comment pardonner », vous le trouverez à la librairie. Voilà, les 12 étapes vers le pardon. Et merci Étienne d'avoir accepté d'intervenir et de nous faire profiter de votre expérience de formateur et de thérapeute. Merci Anne, merci beaucoup aussi de m'avoir sollicité pour cette intervention. Il y a des moments dans la vie où il y a un comportement, un geste, peut-être des paroles qui nous ont agressés. C'était parfois des propos violents, c'était parfois des agressions physiques, parfois c'était des choses un peu plus anodines. Et passé un moment, on a quand même envie d'essayer de renouer avec la personne et on a envie d'aller vers quelque chose de l'ordre du pardon. Donc l'envie, elle est là. Mais le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à dire « ça y est, je te pardonne, je lui pardonne et j'ai envie de renouer ». J'accompagne des personnes dans des situations de conflit, des conflits au travail, des conflits à la maison. Et quand on travaille, à un moment donné, cette question apparaît. C'est-à-dire, j'aimerais aller du côté du pardon vis-à-vis de cette personne. Et donc j'ai longtemps essayé de comprendre ce qu'on pouvait faire de manière concrète. Et je suis tombé sur le livre de Jean Montbourquet. Donc effectivement, c'est un Québécois qui est donc prêtre de l'Église catholique et qui est aussi psychanalyste. Voilà. Il s'est plutôt formé avec les approches de Carl Gustav Jung. Je redirai un mot un peu plus tard. Avant de présenter cette approche qui est en 12 étapes, je voudrais formuler 5 constats sur le pardon. Le premier, c'est qu'il y a souvent la volonté de pardonner. On a envie, il y a quelque chose en nous qui a envie d'y aller, mais comment on fait concrètement ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement ? En théorie, on est d'accord, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Deuxième idée, il y a parfois l'idée que le pardon ne serait qu'une question de volonté. Si je veux, je peux. Si je veux pardonner, pardonne. Et donc, à l'inverse, pour les autres, on dit, mais si tu pardonnes pas, c'est que tu ne veux pas. Ça peut être un peu culpabilisant. Moi, je crois, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas qu'une question de volonté. Troisième constat, le pardon demeure souvent de l'ordre d'une injonction morale.
ça serait bien, c'est bien de pardonner. Alors c'est une injonction morale que parfois d'autres nous donnent, en disant ça serait bien que tu pardonnes maintenant. Mais ça peut être aussi une injonction qu'on se donne à soi-même. Ça serait bien que maintenant je pardonne. Et ça fait partie des belles choses voilà, qu'on essaye de faire dans la vie, voilà, et notamment quand on s'inscrit dans une tradition chrétienne. Or, je pense que le pardon, c'est plutôt de l'ordre d'un élan de vie qui est un peu bloqué. L'image que je prends, c'est comme le ruisseau, le courant de la vie qui, à un moment donné, se bloque s'il y a un barrage qui s'est constitué. Et il y a quelque chose qui fait que la vie s'écoule moins bien. Donc c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'une démarche un peu existentielle. Voilà. La seule injonction « tu devrais » ne suffit pas toujours à déclencher une démarche de pardon. Le quatrième point, et ça c'est vraiment important, c'est pardonner, ce n'est pas oublier ni nier l'offense. Ça c'est vraiment essentiel. Pardonner, ce n'est pas oublier. Et ce n'est pas dire qu'il ne s'est rien passé. Nier l'offense, finalement, ce n'était pas grave. On va y revenir. Si, il y a eu quelque chose qui était compliqué, qui était difficile, qui était douloureux. Ça existait. Et c'est en reconnaissant que ça a été difficile, compliqué, douloureux, que peut-être on pourrait aller vers une démarche de pardon. Voilà. Donc, ce n'est ni oublier, ni nier l'offense. Cinquième point, et je trouve que Jean Montbourquette, de ce point de vue-là, m'a beaucoup aidé, c'est que pardonner, ce n'est pas forcément renouer avec la personne. Pardonner, ce n'est pas forcément reparler avec la personne, renouer une relation avec la personne. On peut très bien pardonner à la personne et ne plus la voir. Et je crois que c'est assez central parce que parfois il y a une petite confusion. C'est-à-dire, si je pardonne, alors je vais devoir lui adresser à nouveau la parole. Non. Parfois, on peut aller au bout d'une démarche de pardon authentique et à la fin, et on verra que c'est l'une des dernières étapes de Jean Montbourquette, de décider librement de renouer avec la personne ou pas. Voilà, alors peut-être juste un petit mot sur Jean Montbourquette. Il est né en 1933, il est décédé en 2011. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2010 pour une longue interview à Bruxelles sur le pardon. L'interview est encore sur mon blog Cultive tes talents. C'était vraiment une belle rencontre. J'ai fait aussi d'autres ateliers, notamment sur le deuil. Il a écrit des très beaux livres aussi sur le deuil. Il s'est formé, donc c'est un Québécois qui s'est formé aux États-Unis, à San Francisco, du côté de Palo Alto. Alors, Palo Alto, dans les années 70, il y a eu plein de bonnes choses. Il y a notamment une approche qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Voilà, peut-être ça parlera à certains d'entre vous. Voilà. C'était vraiment un moment où un certain nombre d'approches se sont constituées. Et lui s'est formé là-bas. Il a donc écrit un livre qui s'appelle Comment pardonner. Moi, j'ai une version très ancienne, enfin 92. Mais tout à l'heure, vous pourrez acheter aussi la version plus récente. C'est le même livre, hein, voilà, Comment pardonner. Je m'inspire de ce livre-là, mais ce que je vais vous présenter intègre mon expérience d'accompagnant. Voilà. Je crois qu'ils en sont, au dernier chiffre que j'ai trouvé, à 60 000 exemplaires, enfin, mais sans doute, et ça a dû encore monter. Avant de présenter les étapes, peut-être quelques précisions complémentaires. Le pardon, ça prend du temps. Donc bien évidemment, je ne prétends pas qu'au sortir de cette conférence, vous aurez pardonné. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Deuxièmement, parfois en coaching, on a des personnes qui disent si vous appliquez les 10 étapes, tout ira mieux dans 15 jours. On n'est pas du tout dans ce registre-là, hein. On est dans 12 étapes, un peu un chemin, enfin voilà. Et puis si les étapes ne vous parlent pas, elles ne vous parlent pas, d'autres vont vous parler, et tant mieux. Voilà. Quand on fait une conférence sur le pardon, ça veut dire qu'on va parler de personnes qui ont été agressées. Et ce qui est difficile, quand on est en individuel, on parle avec la personne, on comprend mieux l'histoire. Mais ici, j'imagine qu'il y a vraiment tout un tas de situations d'une gravité très différente. Et donc,
La démarche de pardon, elle peut s'appliquer à des conflits qu'on a un peu récurrents en boulot et qui sont très pesants et sur lesquels il y a besoin peut-être d'avoir une démarche de pardon, mais on peut aussi avoir des cas d'agression, voilà, d'agression physique, d'agression sexuelle, enfin voilà. Donc ça sera un peu la difficulté de ce que je vais dire, c'est que je vais essayer de moduler en fonction de ce que vous pouvez avoir vécu. Une précision, et là encore peut-être c'est évident, mais je le redis, c'est que en cas d'agression physique, en cas d'agression sexuelle, il est bon de saisir la justice. Donc là, je n'aborde pas ce point-là. Là, on fait plus un travail personnel, mais ça ne remplace pas un travail en justice si c'est nécessaire. Je crois qu'il faut là-dessus être très clair. Voilà. Donc, vous verrez aussi que j'ai présenté ces 12 étapes de manière à ce que peut-être ça puisse vous parler, un peu comme je les présente quand je suis dans l'accompagnement. Certaines vous parleront, d'autres pas. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être certaines ne vous parlent pas parce que ça y est, ça vous l'avez déjà fait, et d'autres vont commencer un peu à vous travailler un peu, et c'est peut-être là qu'il faut aller regarder. Voilà. Alors, on va maintenant présenter les 12 étapes. Alors, première étape, décider de ne pas se venger. Ça paraît pas spectaculaire, mais si vous avez des difficultés à pardonner, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez vraiment pris la décision de ne pas vous venger? Si c'est le cas, prenez un peu de temps pour vous auto-congratuler, vous féliciter. C'est pas si évident de ne pas se venger. Il y a des moments où, honnêtement, vu ce qu'on a reçu, vu l'agression, la question peut se poser de se défendre. Enfin, il faut se défendre et même de se venger. Voilà. Mais si vous avez pris la décision de ne pas se venger, extérieurement, ce n'est pas très spectaculaire. C'est-à-dire qu'extérieurement, vous n'avez rien fait. Mais intérieurement, ça demande une certaine force. Donc là, il y a un petit travail qui est, cette conférence s'appelle « Se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec les autres ». Dans la première partie, on va être plutôt se réconcilier avec soi-même. Observer qu'on a pris la décision de ne pas se venger, c'est pas mal. Ça vaut le coup. Et dans l'époque actuelle, c'est quand même bien. Derrière cette question de décider de ne pas se venger, il y a aussi le fait, bon d'accord, vous avez décidé de ne pas rendre l'agression, vous avez décidé de ne pas crier plus fort, vous avez décidé de ne pas rendre le coup, vous n'avez pas décidé de contre-attaquer, très bien. Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de vengeance indirecte? Vous voyez, quelque chose qui serait un peu plus subtil. C'est au collègue de bureau, bon bien sûr, on ne lui crie pas dessus devant tout le monde, mais à chaque fois qu'il faut le solliciter, on ne le sollicite pas, on oublie de lui envoyer des mails, enfin vous voyez. Bon, c'est une manière de... Où est-ce que vous en êtes vraiment? Voilà. Après, bon, chacun, on est entre êtres humains, hein, chacun fait au mieux, hein, donc ça c'est... Mais où est-ce que vous en êtes de ce désir de vengeance? Est-ce que vraiment vous avez décidé de ne pas vous venger, ou est-ce que... Pourquoi elle est importante cette première étape? Parce que l'élan, l'énergie qu'on met à se venger, c'est de l'énergie qu'on ne met pas à pardonner. On peut pas... où est-ce que vous mettez votre force? Où est-ce que vous mettez votre force vitale? Et quand il y a une agression, quelle que soit, la force, elle manque. Voilà. Donc là, c'est aussi pour vous, quoi. Mettez plutôt votre force à engager ce travail sur le pardon plutôt qu'à essayer de se venger. Parce qu'on ne peut pas faire les deux. Voilà. Il y a un côté très pragmatique aussi dans l'approche de Montbourquette que j'aime bien. Voilà, donc c'était le premier point, commencez par décider de ne pas vous venger. Deuxième point, reconnaître que l'agression fait encore mal. Voilà. Un mécanisme de défense quand on est agressé, c'est le mécanisme même pas mal. En fait, c'est pas grave, ça ne m'a pas touché. Donc ça ne m'a rien fait. Donc tout va bien. Et c'est un mécanisme qui peut être utile dans certains cas, parce que si on commençait à reconnaître que ça nous a touché, on risque de s'effondrer. Donc il y a des moments où on a subi une agression, et pour garder sa force, son énergie, on se réfugie dans
ça ne m'a pas fait mal. Okay. Et c'est ce qu'on appelle un mécanisme de rationalisation. Il y a certaines personnes qui sont assez fortes pour gérer les relations avec les autres avec ce mécanisme de rationalisation. C'est-à-dire, en fait, c'est un mal pour un bien. Oui, bien sûr, il ne m'a pas sollicité pour ça, mais finalement, c'est bien parce que j'avais autre chose à faire. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle ne m'adresse plus la parole, mais finalement, c'est pas si grave parce que j'avais plus envie de lui parler. Ces mécanismes de rationalisation, ils peuvent être aidants au début pour tenir le coup, mais ils bloquent quelque chose. Parce que si on veut pardonner qu'on n'y arrive pas, c'est quand même que l'agression nous a fait mal. Voilà. Derrière ça, il y a un peu tout ce qui se travaille dans ces 3 premières étapes, on en est à la 2e, c'est un travail sur le fait que, certes, on est un être humain, avec plein de qualités, on fait bien son travail, tout ce que vous voulez, mais on n'est pas tout puissant, on est aussi un être fragile. Voilà. Et donc, même nous qui essayons de bien faire dans la vie, même nous qui sommes consciencieux dans le travail, même nous qui avons essayé plusieurs fois de renouer le dialogue, à un moment donné, il y a une personne qui s'est approchée de nous et qui nous a agressés. Et donc, il y a un travail quand on dit que ça m'a fait mal, c'est-à-dire que je n'ai pas été assez fort pour que l'autre ne s'approche pas et vienne me toucher. Donc ça, c'était le 2e point, reconnaître que cette agression nous blesse encore. Oui, ça me fait mal. En fait, ça m'a, objectivement, ça m'a fait mal et ça me fait encore mal. 3e étape, partager sa blessure avec une personne bienveillante. C'est important de pouvoir reparler de ça, que ça vous a fait mal, que ça vous touche encore, que ça vous travaille encore, avec une autre personne. Et ce n'est pas forcément un professionnel, ça peut être aussi un ami, ça peut être en tout cas quelqu'un qui aura cette qualité. On travaille beaucoup maintenant les attitudes d'écoute, de ne pas tout de suite foncer sur les conseils que la personne devrait faire, mais qui est juste une personne qui a cette qualité d'écouter. Pourquoi c'est important que ça sorte avec des mots? Parce que sinon, ça va rester enfoui en vous et il y a tout un travail qui ne va pas pouvoir se faire. En communication bienveillante, on joue un peu avec 3 verbes qui sont exprimer, imprimer, déprimer. Si je ne prends pas le temps d'exprimer à haute voix à quelqu'un que ça ne va pas, que ça m'a blessé, oui, ça fait longtemps, mais ça me blesse encore, ça m'a fait mal, je risque que ça s'imprime en nous et à terme, je risque de déprimer. Donc, je ne dis pas d'en parler à 15 personnes, je dis d'en parler à au moins une personne. Il faut que ça sorte. Et là encore, c'est un travail sur laisser une place à la fragilité en nous. C'est-à-dire qu'au moins auprès d'une personne, je vais reconnaître que je ne suis pas l'être merveilleux qui sait tout, qui a réponse à tout, qui est très fort, qui est hyper impressionnant. Non. J'ai des qualités, mais là, à ce moment-là, il y a une personne qui est venue me toucher et moi, j'ai du mal à faire face à ça. Voilà. C'est important qu'on reconnaisse cette place à la fragilité parce que dans le travail de Montbourquette, pour éventuellement pardonner à l'autre et se réconcilier peut-être avec l'autre, il faut d'abord, on vous invite à, chacun fait ce qu'il veut, se réconcilier avec soi-même. Et se réconcilier avec soi-même, c'est se réconcilier avec soi-même qui a plein de talents, très bien, qui les cultive, très bien, mais qui n'a pas réponse à tout, qui de temps en temps a eu des moments de fragilité. Et ça, c'est un des enjeux centraux de l'approche de Montbourquette. Voilà, l'image qu'on donne aussi, c'est déposer un peu l'armure, ouvrir l'armure. On a tous, et la société est un peu difficile, je ne sais pas si elle était plus difficile qu'avant, mais en tout cas aujourd'hui elle est très difficile, et donc on est souvent avec une armure. Le problème de cette armure, c'est qu'elle est pesante, et dans les moments d'agression, elle empêche un peu une réconciliation avec ce qu'il y a à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas si fort que ça. Donc ça, c'était les 3 premières parties, qui sont des parties pour reconnaître que ça ne s'est pas si bien passé que ça. Mais pas pour se flageller, pas pour se dire qu'on est nul, mais simplement pour renouer avec la personne qu'on est vraiment.
Alors, on va passer maintenant à la 4e étape. Identifier les croyances et les idéaux ébranlés par le conflit. On peut le dire autrement, identifier ce que vous avez perdu à l'occasion de ce conflit. Parce que quand il y a un conflit, quand il y a une agression, il y a une perte. Vous avez perdu quelque chose. Alors, on distingue deux choses. Soit ça peut être une perte réelle, c'est-à-dire, très concrètement, on m'a volé quelque chose, on m'a pris un poste, peut-être même physiquement, enfin voilà, ça peut aller très loin. Hein. Dans la perte réelle, là, on la voit bien, la perte, on peut la nommer, et les autres la voient aussi. C'est ça qu'il y a. Mais ça peut être aussi une perte symbolique, et ça, on en parle moins. C'est plus simple de dire, bah, oui, objectivement, bah, il t'a pris ton travail, objectivement, on t'a volé ta voiture, voilà, ton scooter. Les pertes symboliques, c'est celles qui sont les plus compliquées à repérer, et c'est celles qu'on néglige, mais qui bloquent un travail de réconciliation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une perte symbolique? J'en cite plusieurs. Une certaine confiance en soi. Jusqu'à présent, on avait confiance en soi, on y allait, on proposait des choses, ça allait bien au travail. Et puis, les idées étaient appréciées. Et puis, à un moment donné, on tombe sur un collègue, un chef de service, qui dit que c'est totalement nul et qui nous dévalorise. Et là, il y a plus que le fait de ne pas avoir pu mener à bien sa mission, il y a quelque chose qui est une certaine confiance en soi. Souvent, c'est un élan de vie. C'est-à-dire, on était dans une bonne période, ça allait plutôt pas mal, il y avait des difficultés, mais enfin, bon, voilà, on avait une espèce de confiance comme ça dans la vie. Et puis, ce qui s'est passé a fait que c'est plus compliqué. Voilà. Et ça, c'est bien de se dire, la perte que j'ai, c'est que j'ai moins l'élan de vie. Voilà. Bien sûr, après, une possibilité d'évolution, bon, ça c'est aussi intéressant. Peut-être ce dont on parle moins aussi, c'est une certaine innocence. Il y a une partie de nous, on dit laissez venir à moi les enfants, vous voyez, c'est l'enfant intérieur, comme on dit en psychologie, qui croit quand même que ça va bien se passer, que voilà, qu'on a de la chance et tout. Et souvent, quand je travaille avec des personnes, elles me disent, là, à un moment donné, il a cassé quelque chose, il a cassé l'innocence. Voilà. Et ça, c'est très douloureux, parce que ça structurait notre vie, et en même temps, ça ne se voit pas. Donc c'est très difficile d'en parler avec ses proches, de dire « j'ai perdu l'innocence ». Qui fait ça? Personne ne fait ça. Enfin, et pourtant, c'est assez central. Voilà. Donc il y a identifier la perte. Et dans l'accompagnement, ça prend un peu de temps d'identifier, parce qu'on ne la trouve pas tout de suite. Il y a souvent une première... on dit « ah ben j'ai perdu ça, d'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose ?» Et puis en travaillant, on voit qu'il y a d'autres choses. Voilà. Identifier la perte, pouvoir la nommer, pour aussi se dire que ce que vous avez perdu, ce n'est pas l'entièreté de votre être. Voilà. Vous ne vous réduisez pas à ce que vous avez perdu. Il y a encore plein d'autres choses qui vous définissent. Donc ça, c'était la 4e partie, identifier les croyances et les idéaux ébranlés. On pourrait dire identifier ce que vous avez perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu? 5e étape, accueillir son désir de vengeance. Alors vous allez me dire, mais attendez, première étape, on avait décidé de ne pas se venger. Oui, ok. Bienvenue chez les êtres humains, qui disent une chose et puis après, c'est un peu plus compliqué. Et c'est ça qui est intéressant, moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez Montbourquette, c'est que c'est très humain. C'est très humain. Et c'est pas du tout culpabilisant et jugeant. C'est-à-dire qu'il vient de nous faire 4 étapes, et la 5e, il dit accueillir son désir de vengeance. Une autre manière qu'il le dit, c'est accepter que la colère soit encore vivante. Il y a encore de la colère. Alors, c'est pas mal de se dire, bon, il y a de la vengeance, il y a de la colère. Oui, concrètement, j'ai décidé de ne pas me venger, et de fait, il n'y a pas de... Je n'ai pas mené à bien des choses pour me venger, c'est vrai. Mais, au fond de moi, j'ai bien envie de dire, voilà. Alors, pas forcément physiquement, mais dire du mal de la personne, vous voyez, on a tous comme ça, on le revoit, on le recroise, on le dit, ok, je vais pas le faire, mais bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
Donc l'accueillir son désir de vengeance, voir où il y a de la colère, c'est que du coup, en accompagnement, on peut travailler sur la colère. Alors, la colère, si vous voulez, la colère, on parle de sainte colère hein, enfin dans la Bible, hein, donc c'est quand même qu'il y a du bon dans la colère. Quand est-ce qu'il y a du bon dans la colère? Quand elle ne se traduit pas par de la violence. C'est-à-dire qu'on peut ressentir de la colère, je peux être en colère. Après, qu'est-ce que je fais de cette colère? Est-ce que je la traduis en violence par des mots, par des physiques? Bon, ça, c'est pas bon. Hein. Mais il y a un autre bon côté dans la colère, donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en communication bienveillante, c'est-à-dire, mais d'autres l'ont dit aussi, la colère, c'est une manière que le corps, un signal que nous envoie le corps, qu'il y a des valeurs, il y a des attentes, il y a des besoins qui ne sont pas honorés. Il y avait un monsieur qui s'appelait Stéphane Hessel qui avait écrit un livre qui s'appelait « Indignez-vous », qui a eu je crois, un certain succès à un moment. Vous voyez, « Indignez-vous », c'est le bon côté de la colère. C'est-à-dire, je m'indigne parce qu'il y a des choses qui se passent dans la société qui ne me vont pas. Et après, qu'est-ce que je fais de ça? Ben, j'essaye de m'engager pour que ça aille mieux. Et donc, à ce moment-là, quand il y a encore de la colère, on est presque à dire « ah ben, regardons ». Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette colère? Et donc, on essaye de voir quelles sont les attentes, les besoins qui sont encore en souffrance. C'est-à-dire, je suis en colère, pourquoi? Ben parce que je trouve que c'est un manque de respect. Donc, c'est comment le respect dans votre vie? Voilà. Comment, du coup, vous prenez soin du respect? Je suis en colère parce que c'était quand même, j'ai été dévalorisé. Et donc, il y a un manque de valorisation. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre vie, de ce besoin d'être valorisé? Comment vous le faites? Pas avec la personne qui vous a agressé, maintenant c'est autre chose. Mais il y a encore ce besoin de valorisation, de respect. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et ça encore, c'est une manière de se réconcilier avec soi-même. Il y a eu ce conflit qui est venu toucher un manque de respect, qui est venu toucher un manque de valorisation, très bien. Qui est venu à toucher un manque de sens, très bien. Ce conflit, c'était il y a 1 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes encore en colère parce qu'il y a ces besoins qui ne sont pas honorés, ces attentes qui ne sont pas honorées. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et ça, c'est une manière aussi de travailler sur une réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire et de commencer un petit peu à se décentrer de l'agression. Il y a l'agression qui s'est passée, et on y travaille, ces 12 étapes, il permet d'y travailler, mais aujourd'hui, elle me permet de comprendre qu'il y a encore des choses qui me posent problème. Alors, ça c'était le 5e étape. 6e étape, se pardonner à soi-même. Décidez maintenant de vous pardonner à vous-même comme un cadeau que vous vous offrez. Alors, vous vous souvenez, la démarche, c'est 12 étapes. Là, on est à la 6e. Donc, il y a une première étape, les 3 premières étapes, c'était plutôt sur laisser une place, la fragilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas été aussi fort que ça. Voilà. Et reconnaître que ça faisait encore mal. La 2e étape, c'était les étapes 4, 5, 6, où là, on va vraiment travailler sur le conflit, un certain nombre de choses sur le conflit. Et dans la 6e étape, il commence par dire pardonnez-vous à vous-même. Donc, parce que la difficulté, en fait, c'est que souvent, on a eu une double peine. La double peine, c'est qu'il y a d'abord eu la peine de l'agression, et on a rajouté la peine des reproches qu'on se fait à soi-même. Vous voyez? Ça, c'est comme à la fois bizarre et terriblement humain. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose, et en plus, ah oui, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et donc là, le travail qu'on fait, que vous pouvez faire, c'est quels sont les reproches que je me suis formulés, quels sont les reproches que je me formule encore. Parce que pour se pardonner à soi-même, il faut voir quels sont les reproches qu'on s'est formulés. Bon, bien sûr, les reproches ne sont pas du niveau de l'agression qu'on a suivie, mais c'est encore des choses qui bloquent un peu l'élan de vie. J'en donne quelques exemples. J'ai pas osé dire les choses plus clairement. Voilà. À un moment donné, voilà, la personne, dans réunion, a pointé un certain nombre de difficultés, j'avais des choses à dire, et vraiment des arguments à faire valoir, mais c'était prendre la parole dont on parlait tout à l'heure, j'ai pas réussi à prendre la parole, et je m'en veux. Voilà. Autre exemple, mais un peu dans le même ordre d'idée, je ne suis pas allé dans la confrontation parce que j'ai manqué de courage.
En fait, je crois que vous avez fait ce que vous avez pu. Mais parfois, on se dit, oui, mais si c'était à refaire, quand même, je pourrais peut-être y aller un peu davantage. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième reproche. Ça peut être, là, on est plutôt dans des reproches où on n'a pas fait. Mais on peut aussi avoir des reproches dont on l'a fait. C'est-à-dire, je lui ai dit certaines choses et ça a dépassé ma pensée. Il est venu m'agresser ou elle est venue m'agresser et puis moi j'y ai répondu avec des mots qui n'étaient vraiment pas ceux que j'aurais aimé avoir dans cette relation. Voilà. Et je me le reproche. Voilà. Donc en nommant ces reproches-là, on peut essayer de se dire, bon, voilà, je me reproche, mais moi je me pardonne. Et là, en accompagnement, on travaille aussi sur tout un tas de rituels. Il y a plein de rituels qu'on peut faire, mais disons, l'important c'est que le rituel soit élaboré avec la personne. Donc je donne des idées, mais vraiment prenez-le comme ça. Enfin, mais effectivement, on peut l'étang autour d'une bougie, c'est quand même assez aidant. Enfin voilà, on peut aller marcher dans la forêt, on peut aller se prendre dans les bras. Voilà, tout ça c'est pas suffisant, mais c'est important d'élaborer un rituel qui vous corresponde. Voilà. En disant nommément, voilà le conflit qui s'est passé, voilà les reproches que je me formule, mais je décide de me pardonner. Alors là, on clôture les 6 premières étapes qui étaient la première partie, c'est vis-à-vis de soi. Et vous me direz, mais attendez, c'est une conférence sur le pardon, c'est un cycle sur le pardon, quand est-ce qu'on parle de l'autre en face? On y vient. On y vient, mais ce qui m'intéresse, je trouve très aidant, très humain dans l'approche de Montbourquette, c'est qu'on passe les 6 premières étapes sur soi. Alors, est-ce que c'est du nombrilisme? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est une manière de retravailler sur soi au service éventuellement d'un pardon avec les autres. Et plus ça va, plus moi j'ai la conviction que pardonner aux autres, je suis tout à fait pour, mais que sans ce travail-là, c'est souvent difficile. Voilà. Alors donc là maintenant, on va passer à la étape 7. Là, comme on bascule sur l'autre, je redis que je suis conscient que cette conférence s'adresse pour des agressions de nature très variable. Et donc, parfois, c'est un conflit au travail qui était compliqué, parfois, c'est des agressions beaucoup plus lourdes, ou en famille, parfois, il y a des choses à dire. Donc, on rentre dans des étapes qui sont compliquées. Peut-être que vous direz, non, moi, j'y arriverai pas. C'est tranquille, si vous n'y arrivez pas, vous ne le faites pas, voyez. Mais c'est un peu plus simple, entre guillemets, d'essayer de les faire si on a fait le travail des 6 premières étapes. Je précise ça parce que c'est vraiment important et vraiment que ça soit culpabilisant pour personne, c'est vraiment pas du tout l'idée. Voilà. Donc, identifier les motivations de l'agresseur sans l'excuser, sans le disculper, sans l'excuser. Ça, c'est très important. Mais on peut, à ce moment-là, le conseil que donne Montbourquette, c'est un peu comme un scientifique ou un journaliste qui décrirait simplement les faits, voilà, qui essaierait de prendre du recul en disant, bon voilà, ce qui s'est passé, si je vais de son point de vue, en communication bienveillante, on parle des 2 collines, donc si je vais sur sa colline, quelles étaient les raisons qui pourraient, je suis assez prudent, mais justifier voilà, ce qu'il a pu faire. Dans certains cas d'agression grave, c'est juste insupportable et on ne peut pas le faire. Je le redis parce que ça me paraît très important. L'idée, c'est que ça permet de ne pas réduire la personne qui nous a agressés à son acte. C'est-à-dire qu'on commence à voir que la personne ne se réduit pas à ça. Elle est un peu plus grande, un peu plus complexe, un peu plus riche que son acte. Parfois, c'est aussi que ce qui nous a agacé chez l'autre, c'est quelque chose qu'on n'aime pas chez soi. Donc là, on est un peu chez les travaux de Jung avec l'ombre. Voilà. On est dans des situations qui ne sont pas d'une gravité extrême, mais par exemple, quelqu'un a crié très fort sur moi et vraiment c'était insupportable. Donc, bien entendu, on peut régler les conflits autrement qu'en criant fort, hein, on est d'accord. Mais parfois, le fait de remarquer que la personne a crié fort parce que je ne bougeais pas, ça m'a profondément gêné. Et le fait qu'il crie fort, ça vient chercher le fait que moi, je ne m'autorise pas à prendre la parole fortement. Et donc là, il y aura un travail qui peut être aidant aussi
vis-à-vis de l'autre personne, c'est-à-dire que l'autre personne a crié fort parce que vraiment rien ne bougeait, rien ne se faisait, et c'est le seul moyen, on peut trouver vraiment d'autres moyens pour que je bouge, hein. Ça m'a d'autant plus gêné que moi, je ne m'autorise pas à exprimer avec force mes opinions. Donc là encore, on n'est pas en train de dire qu'il faut crier à nouveau très fort. On peut dire simplement que ce conflit-là, parfois, dans certaines occasions, peut me dire il faut aussi que moi je travaille à prendre plus ma place. Voilà, ouais. Deuxième exemple, voilà, je pense à une situation, un collègue intervenait souvent et interrompait la personne, et ça l'agaçait profondément, elle se sentait blessée, donc on a fait tout un travail là-dessus. Et en même temps, on a vu que cette personne intervenait parce que pour elle, les choses n'avançaient pas assez vite. Voilà. Et du coup, la personne, elle a vu qu'elle-même ne s'autorisait pas de temps en temps à pousser un peu plus les projets. Alors, 7e étape, 8e étape. Là encore, hein, on avance tranquillement, et encore une fois, peut-être c'est trop compliqué d'aller là, mais l'intérêt de mon bourquette, c'est de pousser jusqu'à cette approche-là. Identifier ce qui pourrait vous faire grandir. Pour le dire autrement, chercher comment utiliser dans ce conflit ce quoi grandir malgré tout. Alors, vous n'aimeriez pas revivre ce conflit, on est d'accord. Mais de fait, cette agression, plusieurs mois après, plusieurs années après, vous a permis d'acquérir de nouvelles compétences. C'est-à-dire que depuis, il y a des choses que vous faites autrement. Par exemple, vous exprimez plus clairement vos attentes. Par exemple, vous avez travaillé sur exprimer un refus clair, c'est-à-dire un vrai non. Voilà. Donc tout ça, ça peut être intéressant de voir, parce qu'on a fait le travail des premières étapes, de se dire, maintenant je sens que je me suis un peu réconcilié avec moi-même et que j'ai envie peut-être d'aller vers un pardon avec l'autre, il y a peut-être des choses, cet événement que je ne voudrais pas revivre, m'ont permis d'acquérir certaines compétences. Et ça fait partie du travail de réconciliation avec soi, qui va de pair avec la réconciliation éventuellement avec l'autre. Donc là, c'était les parties 6, 7, 8, qui sont plus centrées sur l'interaction avec l'autre personne. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre personne? La 4e partie, donc qui sera les dernières étapes, c'est une partie, je trouve, disons, plus spirituelle. Là, jusqu'à présent, on était très sur un travail sur soi. Hein, et vous me direz, alors Jean Montbourquette, il était prêtre, voilà, ça arrive. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois c'est présent, mais ça arrive que maintenant. Parce que parfois, je trouve qu'on va trop vite sur une approche spi. Moi, je suis pour conjuguer les deux, mais dans la clarté. Voilà. Donc là, on y arrive. Alors, 9e étape, accueillir un pardon plus grand que soi. C'est-à-dire prendre le temps que vous êtes probablement déjà pardonné par plus grand que vous. Alors plus grand que vous, que moi, sans doute comme vous, je nomme Dieu, hein, enfin on va être clair là-dessus. Mais dans l'étape 6, il y avait l'invitation « pardonnez-vous à vous-même ». Mais on le faisait avec nos petits bras musclés, enfin je veux dire, voilà, c'est bien. Et c'était déjà important. Mais parfois, ça n'a pas suffi à se réconcilier, ça n'a pas suffi à se dire « bon, allez, c'est bon, j'y vais ». Et donc là, il introduit quelque chose, je trouve, très intéressant, à nouveau centré sur soi, on ne parle pas de l'autre, on va en parler, hein, de l'agresseur, mais à nouveau centré sur soi, de dire, il y a plus grand que soi, Dieu vous a déjà pardonné de votre manque de courage, du fait que vous n'avez pas réussi à vous exprimer plus clairement, voilà, de tous vos reproches que vous avez faits, vous êtes pardonné. Et là, honnêtement, ça peut être quelque chose assez fort. Voilà. Dans l'accompagnement, parfois, les personnes sont d'accord, mais elles n'arrivent pas à accueillir ça. Elles n'y croient pas. Enfin, il y a quelque chose qui résiste. Et donc là aussi, on peut être amené à travailler. C'est-à-dire comment accueillir quelque chose, voilà, qui soit plus grand que soi. 10e étape. Alors, renoncer à pardonner. Bon, vous me direz, mon Montbourquette, il est vraiment dans le paradoxe, hein, mais bon, il est peut-être un peu provocateur, je ne sais pas. Non, mais il avait l'air assez, pas tellement là-dedans, mais pourquoi il dit ça? En fait, décider
à ne plus vous acharner à essayer de pardonner. Et en fait, il y a quelque chose de très fort en fait, derrière ça. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes que moi je vois, ça fait des années qu'ils essayent de pardonner. Ils ont essayé de reparler à la personne, ils ont essayé de la comprendre, ils ont essayé de plein de choses. Ils ont mis une énergie dingue. Voilà. On fait ce travail-là, ils font ce travail-là, honnêtement, ça ne se fait pas en 24 heures, ce travail-là, vous voyez. Et puis, à un moment donné, mon Bourquette, et je trouve que c'est très juste, il dit « Ah, c'est bon, lâchez. Ah, c'est bon. Vous avez fait tellement pour y parvenir, ne vous occupez plus de ça. » Alors là encore, ça paraît bizarre parce qu'on est sur une session sur le pardon, enfin, et je crois bien qu'on est dans le thème, mais il introduit cette deuxième étape, l'étape 11, alors, qui est remettre le pardon à plus grand que vous, c'est-à-dire lâcher le pardon et demander à Dieu de faire le travail. Et je pense que c'est assez fort, et je pense qu'ici, dans une assemblée comme celle-ci, ça peut parler. Et pour avoir accompagné les personnes à ce moment-là, il y a quelque chose de très fort. Dans l'étape précédente, il y a quelque chose qui s'apaise à un moment donné. Oui. Ah, j'ai le droit d'arrêter de vouloir pardonner. Mais oui, attendez, mais regardez tout ce que vous avez fait, quoi. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui se détend, et après, laissez faire le travail. Alors, ce que je précise, mais d'autres l'ont dit dans toute la littérature sur le pardon, c'est que ce pardon que Dieu va donner à l'autre, parce que là on est sur l'autre, il se fera, que vous pourrez, qui va vous permettre de pardonner, il se fera ici-bas ou plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là encore, il y a une espèce de réalisme de mon Bourquette qui dit je ne donne pas le délai, c'est pas, mais je dis lâchez. Et souvent, mais je pense que vous aussi, vous avez des exemples comme ça, on a des exemples à ce moment-là d'un pardon. Il y a un moment donné, les gens reviennent, ils sont partis à la campagne ou un week-end, ils ont eu une discussion, ils se sont retrouvés, et ça s'est passé, ils avaient pardonné. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas juste qu'une question de volonté, il y a quelque chose qui est vraiment donné aussi. Mais, alors, 12e étape, décider librement de renouer ou pas. Parce que ça aussi, ce qui est intéressant dans mon Bourquette, c'est que parfois, on a un peu l'impression, dans un discours un peu chrétien, qu'il faut pardonner et puis renouer avec la personne. Je ne crois pas que c'est ce qui est dit dans la Bible, mais d'autres sont plus spécialistes que moi, mais on peut librement pardonner à une personne, et après, il y a cette étape 12 qui dit, bon, maintenant, je sens que j'ai pardonné, je sens que c'est apaisé, est-ce que j'ai envie de revoir cette personne? Non. Vous voyez? Ou bien, oui. Mais là, il ne faut pas répondre trop vite. Mais cette étape, elle est importante et il faut prendre le temps. C'est-à-dire, je prends le temps. Je ne suis pas obligé de le rappeler. Et je dirais, y compris dans les relations, par exemple, en famille. Parce qu'en famille, il y a une pression qui est encore plus forte. C'est-à-dire, bon, là, il faut vraiment prendre le temps. Voilà. Alors, conclusion. Puis après, on prendra les questions. Juste pour dire 3 points que j'apprécie dans cette démarche de Jean Bourquette. J'aime bien parce qu'il distingue une dimension plutôt psychologique et une dimension plutôt spirituelle. Mais les étapes sont clairement distinctes. Il y a un moment où on travaille sur soi, il y a un moment où on est plus dans la spiritualité. Deuxième point, il distingue les choses qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez identifier la perte, vous pouvez identifier... Il y a des choses concrètes à faire, et je trouve que c'était un peu ce que je disais au début, c'est quand on veut pardonner, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est important. Et puis, il y a les choses où on a besoin de demander de l'aide. Donc on n'est pas que tout ce que je peux faire, ou on n'est pas dans rien ne dépend de moi, on a une espèce d'équilibre entre ce que je peux faire et là où on peut demander. J'aime bien cet équilibre, je pense qu'il correspond bien à une démarche de réconciliation. Et puis, le troisième point, le point essentiel, c'est que pour pardonner à l'autre, il faut d'abord se pardonner, se réconcilier avec soi-même. Ça, c'est un point clé. Peut-être que de temps en temps, on a un peu sous-estimé parce qu'on voulait bien faire, donc on est tout de suite centré sur les autres. Vous voyez, ma mère me disait, mais c'est pas grave, il a pas voulu faire mal, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ouais, ok, mais bon, moi ça m'a quand même fait mal. Vous voyez. Donc parfois dans une éducation qui avait envie de bien faire, on était parfois trop centré sur l'autre en face et plus la personne qui venait de prendre le coup. Voilà, j'ai terminé. Si vous voulez, on peut prendre des temps de questions. Ouais.
déjà, merci beaucoup de ce parcours clair, précis, qui à la fois met la barre très haut, mais quand même bien, voilà, les pieds sur terre. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Alors, on est malheureusement très tenu par le temps, on a 10 minutes. Ça marche. De questions, donc voilà, vraiment de questions. Je pense que c'est important parce que comme on a 10 minutes, il faut donner l'occasion à Étienne Séguier de répondre. Merci. Question. Ah, je vais faire un morceau. Question. Bonjour. Que dites-vous quand l'offenseur reste une brute? J'ai vu comme ça quelqu'un qui s'excusait être jeté dans les escaliers. Voilà. Le pardon valait pas la peine. On fait un effort sur soi et on est mal accueilli. Oui. Donc ça, c'est une difficulté parce que parfois, il n'y a pas de demande de pardon de l'autre. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait préciser. C'est que parfois, on nous demande de pardonner, mais il n'y a pas d'attente de l'autre. Donc, mais ça m'amène à préciser autre chose. C'est-à-dire que, dans le fond, on pourrait presque jusqu'à dire qu'on pardonne à l'autre pour soi. C'est-à-dire, parce que parfois aussi, moi, j'ai travaillé sur des situations où il y avait des pardons à donner, mais pour une personne qui était décédée. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et donc là, on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, après, dans une démarche croyante, on peut penser à un certain nombre de choses. Mais quand il y a une personne brute pour ça, on ne le fait pas pour lui. On le fait pour plus être prisonnier de ce qu'il nous a fait. On le fait pour se délivrer de la brute. La brute, elle continue sa vie et après, il faut s'en protéger, bien entendu. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Autre question? C'est pas une question incroyable et poétique. Les enfants m'ont dit un jour, parce que je parlais du pardon à un tout petit, pardon. Et un petit m'a dit, ah, c'est un don. C'est un don, mais qu'on se fait déjà à soi-même. Voilà. C'est ça. Alors que parfois, on insiste beaucoup sur le don qu'on le ferait à l'autre, et dans le fond, pourquoi le faire à l'autre? Commençons par soi-même. Après, ça n'empêche pas peut-être que quelque chose va lui être donné si la personne, à un moment donné, a conscience, mais là, on est sur un autre volet de ce qu'elle a fait. Mais ça, c'est encore autre chose. Oui. Bon, mais il ne reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois. Oui, peut-être juste un ou deux mots pour dire que oui. Donc moi, cette démarche-là, je l'accompagne en individuel, voilà, en présentiel et à distance aussi. Mais je propose aussi, quand certains groupes le veulent, pour une dizaine de personnes, douzaine de personnes, des journées complètes. Voilà, si ça intéresse des personnes un jour, on peut aussi envisager ce genre de choses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci, hein, vraiment, c'est d'une... Alors, est-ce qu'on dit pardon à ceux qui n'ont pas posé de questions? Oui, je vous pardonne. On avait dit qu'il fallait poser que des questions. On vous pardonne, mais ça me coûte. Hein. Ouais. Mais je promis, je ne vais pas me venger. Je vais pas me venger. J'ai décidé de ne pas me venger. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Au moins 12, ça va? C'est comme les doigts de la main. 12, c'est bon pour vous souvenir des 12 étapes du pardon. Un grand merci. Nous sommes donc sur ce chemin du pardon, chemin de pardon pendant ce temps de carême. Donc aujourd'hui, Étienne Séguier, la semaine prochaine, Xavier Goulard, le pardon, un chemin de liberté. Vous voyez, c'est vraiment, on ressasse parce qu'on comprend bien que là, on est face à un mystère qui nous saisit tous, avec lequel nous vivons et nous aimerions trouver la paix profonde. Et on sait que le pardon fait partie de ce chemin de la paix. Alors donc la semaine prochaine, Xavier Goulard, auteur et artiste, le pardon, un chemin de liberté.
Vous retrouverez bien sûr les 3 premières, et donc celle d'aujourd'hui, conférences sur notre chaîne YouTube. Ou bien sûr, vous la trouvez sur notre chaîne, sur notre site internet NDP92, comme Notre-Dame de Pentecôte 92, NDP92. Merci à vous qui nous suivez là-bas en ligne. Vous n'oubliez pas de mettre des likes comme ça, des petits pouces, parce que c'est super, ou des commentaires. Ça nous encourage et ça permet la diffusion de ce que nous essayons de vivre ici à La Défense. Et si ça peut aller plus loin, bien tant mieux. Alors pour ceux qui êtes ici dans la salle, vous nous aiderez en pliant vos chaises et puis en contribuant à la sortie, en faisant bon accueil aux paniers qui vous sont présentés, surtout à la personne qui vous présente les paniers aussi. Voilà. Merci, à bientôt. Merci à vous.